Le bip constant des appareils était la seule chose qui brisait le silence oppressant de la chambre d'hôpital. J'observais ma fille, Célestine, 8 ans à peine, endormie sous l'effet des sédatifs, son petit corps relié à des tubes et des moniteurs. Son visage d'ange était griffé et gonflé, un bras dans le plâtre et la tête bandée. C'était un miracle qu'elle soit en vie, contrairement à Bastien. Mon mari n'avait pas survécu au choc frontal avec le camion qui avait envahi notre voie sur la nationale 141. L'image de la voiture détruite ne quittait pas ma tête. J'étais sur la banquette arrière avec Célestine quand c'est arrivé. Je l'avais protégée avec mon corps au moment de l'impact. J'ai survécu avec seulement quelques coupures et une côte fracturée. Bastien est mort sur le coup. Au fait, je m'appelle Apolline. Je vis à Limoges et c'est l'histoire de ma vie. Si vous voulez m'accompagner jusqu'au bout, dites-moi comment vous vous appelez et d'où vous regardez cette vidéo en commentaire. 3 jours. Ça ne faisait que 3 jours que ma vie avait été complètement détruite. Les larmes coulaient silencieusement sur mon visage, tandis que je tenais la petite main inerte de Célestine. Les médecins parlèrent de traumatisme crânien, de possibles séquelles, de « on ne peut qu'attendre ». L'incertitude était un tourment constant. Mon portable a vibré dans la poche de mon manteau. J'ai hésité à répondre. Je n'étais pas en état de parler à qui que ce soit. Mais ça pouvait être le médecin de Célestine, ou quelque chose en rapport avec l'enterrement de Bastien prévu pour le lendemain. J'ai pris l'appareil sans enthousiasme. C'était ma mère, Gisèle. Enfin, tu décroches. J'essaie de te joindre depuis hier. Sa voix stridente m'a percé les tympans. Maman. Je suis à l'hôpital avec Célestine. Je ne peux pas parler maintenant. Ai-je répondu, la voix rauque d'avoir tant pleuré. Ça, je le sais déjà, Apolline. Tout le monde le sait. Mais on a des affaires urgentes à régler. L'anniversaire d'Antonin est dans 2 semaines, et on a besoin de ta part pour le paiement. J'ai eu l'impression de recevoir une gifle. Antonin était le fils de 12 ans de mon frère Thierry, l'enfant parfait de la famille parfaite, selon ma mère. Sa fête d'anniversaire était le cadet de mes soucis à ce moment-là. Maman, tu plaisantes, là? Bastien vient de mourir. Célestine est dans le coma. Et toi, tu te préoccupes d'une fête d'anniversaire? Écoute-moi bien, ma petite. Ce n'est pas n'importe quelle fête. C'est l'anniversaire d'Antonin, ton neveu. On a déjà réservé le traiteur, le DJ, la décoration, tout ce qu'il y a de mieux. Et tu avais promis de payer la moitié, tu te souviens? Ne te défile pas maintenant à cause de ce contretemps. Contretemps? Elle venait de qualifier la mort de mon mari et l'état critique de ma fille de contretemps. Je raccroche, maman, ai-je réussi à dire, la voix tremblante d'incrédulité. Attends, il y a autre chose, a-t-elle insisté. Tu as déjà pensé à l'héritage de Bastien? Il avait cette assurance vie, non? Et l'appartement aussi. Tu dois régler ça rapidement. Thierry connaît un notaire très efficace qui peut accélérer les choses, tu vois, avant que la famille de Bastien essaie de mettre la main sur ce qui te revient de droit. Un nœud s'est formé dans ma gorge. Bastien n'avait même pas encore été enterré. Célestine luttait pour sa vie, et ma mère ne pensait qu'à l'argent. Dépêche-toi, Apolline. On a besoin de l'argent pour la fête d'ici la semaine prochaine. Le traiteur n'accepte pas la carte, seulement les virements, et il attend le paiement final. Une larme a coulé sur ma joue. Ce n'était pas de la tristesse, mais une colère que je n'avais jamais ressentie auparavant. Au revoir, maman, ai-je dit sèchement avant de raccrocher. J'ai à peine eu le temps de digérer la conversation quand mon portable a de nouveau vibré. Un message de mon frère, Thierry. Apo, maman vient de m'appeler. Je sais que c'est dur, mais n'oublie pas ton engagement pour l'anniversaire d'Antonin. C'est ton neveu et il est super excité. On a déjà confirmé 50 invités. Ce serait une catastrophe d'annuler maintenant. Quand tu peux, transfère 3 500 € sur mon compte. On pense à toi et à Célestine. J'ai regardé le visage endormi de ma fille et j'ai senti mon cœur se serrer. Comment pouvait-il être aussi insensible, aussi égoïste? Toute ma vie, j'avais toujours cédé aux volontés de ma famille. J'avais toujours été la gentille, celle qui aide, celle qui résout les problèmes,
celle qui contribue financièrement quand c'est nécessaire. Même quand j'ai déménagé, que je me suis mariée et que j'ai eu Célestine, j'ai continué à être la fille et la sœur disponible pour tout. Et maintenant, dans le moment le plus dévastateur de ma vie, tout ce qu'il voulait, c'était mon argent pour une fête extravagante. À cet instant, quelque chose a changé en moi. C'était comme si un interrupteur avait été actionné. La Pauline gentille, complaisante, toujours prête à faire plaisir, est morte avec Bastien sur cette route. Le lendemain, après l'enterrement de Bastien, auquel ma mère et mon frère sont arrivés en retard et d'où ils sont partis tôt, prétextant des engagements impossibles à reporter, je suis retournée à l'hôpital. Célestine avait montré une légère amélioration, bougeant légèrement les doigts quand je lui tenais la main. Le médecin a dit que c'était bon signe, mais qu'il fallait encore attendre. Assise à côté de son lit, j'ai pris une décision. J'ai sorti mon téléphone et j'ai fait un virement de 1 500 € sur le compte de mon frère, le montant de l'acompte que j'avais déjà promis pour la fête. Ensuite, j'ai envoyé un message court. C'est tout ce que je peux envoyer pour le moment. Bastien a été enterré aujourd'hui et Célestine est toujours hospitalisée. S'il vous plaît, respectez mon deuil. La réponse n'a pas tardé. Je comprends ta douleur, mais un engagement est un engagement. Maman est très contrariée. Il manque 3 500 €. J'ai respiré profondément, essayant de contrôler ma colère. J'ai éteint mon téléphone et je me suis reconcentrée sur Célestine. Elle était tout ce qui me restait désormais, tout ce qui comptait. Une semaine s'est écoulée. Célestine avait enfin émergé du coma, encore confuse et effrayée, mais vivante. Les médecins étaient prudemment optimistes. Les appels et messages de ma mère et de mon frère continuaient sans relâche, tous réclamant le reste de l'argent pour la fête. Le traiteur menace d'annuler si on ne reçoit pas le paiement complet d'ici demain, disait le dernier message de mon frère. Tu avais promis, Apolline, ne fais pas ça à Antonin. C'est alors que j'ai eu une idée. Une idée que l'ancienne Apolline n'aurait jamais envisagée, mais que la nouvelle, forgée par la douleur, le deuil et l'indignation, était plus que disposée à mettre à exécution. J'ai pris mon portable et j'ai cherché les contacts que j'avais enregistrés des mois plus tôt, quand j'avais accepté de participer à la fête. J'ai pris une grande inspiration et j'ai composé le numéro du traiteur. Bonjour, traiteur l'Étoile Bleue. Que puis-je faire pour vous? Bonjour. Je m'appelle Apolline Beauregard. Je suis la tante d'Antonin, pour la fête du 15. Ah oui, la fête d'Antonin. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, madame? Malheureusement, je dois annuler l'événement. Il y a eu une courte pause. Annuler? Mais nous avons déjà reçu un acompte et l'événement est prévu dans quelques jours. Je sais, et j'en suis vraiment désolée. Il y a eu un drame dans la famille. Mon mari est décédé et ma fille est hospitalisée après un grave accident. Nous ne sommes pas en mesure d'organiser des fêtes en ce moment. Oh mon Dieu, je suis vraiment navrée pour votre perte, madame. Je comprends parfaitement. Concernant l'acompte, malheureusement nous ne pouvons pas le rembourser intégralement en raison de notre politique d'annulation. Je ne demande pas de remboursement, ai-je interrompu. Je veux juste m'assurer que l'événement n'aura pas lieu. S'il vous plaît, annulez tous les préparatifs. La femme à l'autre bout du fil a semblé perplexe. Vous êtes sûre, madame? D'habitude, la partie contractante veut au moins récupérer une partie du montant. J'en suis certaine. Considérez la somme comme une compensation pour le dérangement. Eh bien, dans ce cas, nous considérerons l'événement comme annulé. Encore une fois, toutes mes condoléances pour votre perte. Merci. J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé l'entreprise de décoration, puis le DJ, ensuite la pâtisserie qui devait faire le gâteau. Un par un, j'ai annulé tous les services réservés pour la fête, expliquant toujours la situation, renonçant toujours au remboursement. Je savais que les 1 500 € que j'avais virés à Thierry étaient en perdus, mais je m'en fichais. Cet argent était désormais le prix de ma liberté émotionnelle, de ma dignité. Après avoir passé le dernier appel,
J'ai bloqué les numéros de ma mère et de mon frère. Ensuite, j'ai mis en silencieux tous mes réseaux sociaux. Je savais que l'enfer se déchaînerait quand ils découvriraient ce que j'avais fait. Mais pour la première fois depuis longtemps, leur approbation m'importait peu. Cette nuit-là, j'ai dormi à l'hôpital aux côtés de Célestine, une main tenant la sienne, l'autre sur ma poitrine, où avant il n'y avait que de la douleur, mais où désormais brillait aussi une étincelle de quelque chose de nouveau. La certitude que, dorénavant, je me mettrais moi-même et ma fille en premier. Le chaos, je le savais, viendrait au matin. Mais j'étais prête à l'affronter. Quand Célestine s'est réveillée, son petit visage s'est illuminé en me voyant. « Maman !» a-t-elle dit d'une voix faible, le premier mot depuis l'accident. « Je suis là, mon amour. Je suis là et je ne bouge pas. » À cet instant, j'ai su que j'avais pris la bonne décision. Certains ponts doivent être brûlés pour qu'on puisse avancer. Le chaos est arrivé plus tôt que prévu. Vers 8 heures du matin, mon portable s'est mis à vibrer sans arrêt avec des appels de numéros inconnus. J'ai fini par décrocher l'un d'entre eux. « Tu as perdu la tête ?» La voix furieuse de Thierry a explosé à l'autre bout du fil. « Le traiteur vient d'appeler pour dire que tu as annulé la fête d'Antonin. » Sans m'en parler, sans en parler à maman. Tu as conscience de ce que tu as fait ? J'ai pris une grande inspiration, étonnamment calme. Je sais exactement ce que j'ai fait, Thierry. Antonin est anéanti. Maman fait une crise de nerfs. Tous ses copains ont été invités. Tu imagines l'humiliation qu'on subit ? L'humiliation ? Ai-je répété, la voix basse mais ferme. Mon mari est mort il y a 10 jours. Ma fille a failli mourir et elle est encore à l'hôpital. Et vous vous inquiétez de l'humiliation de devoir annuler une fête ? N'essaie pas de retourner la situation. Tu avais promis de payer la moitié de la fête. C'était ton engagement. Thierry, écoute-moi bien, parce que je ne le dirai qu'une seule fois. Mon seul engagement maintenant, c'est envers Célestine et la mémoire de Bastien. Je suis désolée pour Antonin. Vraiment désolée. Mais si la fête était si importante, vous auriez pu trouver une autre solution qui n'impliquait pas de mettre la pression sur une veuve en deuil dont la fille est hospitalisée. Tu vas le regretter, Apolline. Tu peux en être sûre. Je regrette déjà beaucoup de choses, Thierry. D'avoir toujours cédé, toujours accepté un rôle secondaire dans cette famille, d'avoir permis que vous me traitiez comme un distributeur automatique de billets. Mais c'est fini. Attends que maman te parle. J'ai raccroché avant qu'il termine sa phrase. Immédiatement, le téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, je l'ai mis complètement en silencieux et rangé dans ma poche. Célestine me regardait avec des yeux curieux. « C'était qui, maman ?»« Personne d'important, ma chérie. »« Comment tu te sens aujourd'hui ? » ?»« J'ai encore un peu mal à la tête. »« On peut rentrer à la maison quand ? » ?»« Bientôt, mon cœur. Les médecins disent que tu récupères très vite. »« Et papa ? Il nous retrouve à la maison ? » Mon cœur s'est serré. Les médecins m'avaient averti des possibles trous de mémoire dus au traumatisme. Apparemment, Célestine ne se souvenait pas que je lui avais déjà annoncé la mort de Bastien la veille, quand elle avait complètement repris conscience. « Célestine, tu te souviens de notre conversation sur papa hier ? Sur l'accident ? » ai-je demandé doucement. Ses yeux se sont remplis de larmes. Je croyais que c'était un mauvais rêve. Je l'ai serré délicatement dans mes bras, en évitant les tubes et les fils. Moi aussi, j'aurais voulu que ce soit un rêve, mon amour. Mais on va surmonter ça ensemble, d'accord ? Je te le promets. Elle a hoché la tête contre mon épaule, son petit corps tremblant de sanglots silencieux. Le téléphone dans la poche de mon manteau a de nouveau vibré. Je l'ai ignoré. Dans les heures qui ont suivi, Célestine a reçu la visite du neurologue, qui s'est montré satisfait de sa récupération. Si elle continue comme ça, elle pourra rentrer chez elle dans quelques jours, a-t-il dit avec un sourire encourageant. Quand il est sorti, une infirmière est entrée dans la chambre. « Madame Beauregard, il y a des personnes qui veulent vous rendre visite. Elles disent être votre mère et votre frère.
Dois-je les laisser entrer ? J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Ils étaient venus jusqu'à l'hôpital. S'il vous plaît, dites-leur que Célestine se repose et ne peut pas recevoir de visite pour l'instant, ai-je répondu en essayant de garder une voix ferme. L'infirmière a acquiescé et est sortie. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu des voix excitées dans le couloir. Je suis sa grand-mère. J'ai tout à fait le droit de voir ma petite fille. La voix stridente de ma mère était reconnaissable entre mille. Madame, je comprends votre inquiétude, mais la mère de la patiente a clairement indiqué que la fillette ne devait pas être dérangée pour le moment, a répondu l'infirmière avec un calme admirable. Dérangée ? Nous sommes sa famille. Apolline est perturbée. Elle ne réfléchit pas correctement. Thierry dit quelque chose. Je me suis levée et je suis allée jusqu'à la porte, que j'ai fermée doucement. Célestine s'était enfin rendormie, et je ne permettrai pas que ce cirque la réveille. J'ai entrouvert la porte juste assez pour me glisser hors de la chambre et les refermer derrière moi. Dans le couloir, ma mère et Thierry faisaient face à l'infirmière, qui restait fermement campée sur sa position de ne pas les laisser entrer. « Je m'en occupe maintenant », ai-je dit. L'infirmière m'a lancé un regard de compréhension et s'est discrètement éloignée. « Apolline !» Ma mère s'est avancée vers moi. À 65 ans, Gisèle conservait encore l'allure autoritaire et le regard intimidant qu'elle avait utilisé pendant toute mon enfance pour me maintenir dans le rang. « C'est quoi cette histoire d'annuler la fête d'Antonin ? Tu as perdu la raison ? » « Pas ici, maman, » ai-je répondu avec un calme que je ne ressentais pas. Célestine dort. « Je m'en fiche complètement. Tu te rends compte de ce que tu as fait ? Antonin est inconsolable. Tous ses amis, toute son école étaient au courant de cette fête. Comment on va expliquer ça maintenant ? Peut-être de la même façon que vous l'expliqueriez si je n'avais pas pu payer, ai-je répondu. La vérité, il y a eu un drame dans la famille. Un père et un mari est mort. Une enfant est hospitalisée. Ce n'est pas le moment de faire la fête. C'est de la vengeance, est intervenu Thierry en me pointant du doigt. Tu as toujours été jalouse de notre famille, de notre réussite. Maintenant tu profites de cette situation pour nous nuire. J'ai ri sans humour. Jalouse, Thierry ? Je me suis levée tous les jours à 5 heures du matin ces 10 dernières années pour travailler. J'ai construit ma carrière, mon mariage, ma famille. Je vous ai aidé financièrement d'innombrables fois, sans jamais rien demander en retour. Quel genre de personne serais-je si j'étais jalouse de vous ? Tu as toujours été dramatique, a déclaré ma mère en croisant les bras. Tu veux toujours être le centre de l'attention. Tu ne nous as même pas encore laissé voir Célestine. Célestine se remet d'un traumatisme crânien. Elle a besoin de paix et de tranquillité, pas de visiteurs visiblement perturbés. On est sa famille. Non, maman, je suis sa famille. Moi et Bastien, qui n'est plus là. Un lourd silence est tombé entre nous. C'est Thierry qui l'a brisé. Tu vas réparer ça, Apolline. Tu vas appeler le traiteur, la décoration, tous les prestataires que tu as annulés, et tu vas leur dire que c'était une erreur. Tu vas virer le reste de l'argent que tu avais promis, et tu vas t'excuser auprès d'Antonin en personne. J'ai regardé mon frère. Je l'ai vraiment regardé. Peut-être pour la première fois depuis de nombreuses années. J'ai vu l'enfant gâté qui avait grandi pour devenir un homme gâté, qui avait toujours eu tout ce qu'il voulait, qui n'avait jamais eu à se battre pour quoi que ce soit, parce que moi et mes parents avions toujours veillé à lui aplanir le chemin. Non, Thierry, je ne ferai rien de tout ça. Pardon ? Ma mère a fait un pas en avant menaçante. Vous avez bien entendu. Je ne réparerai rien. La fête est annulée. L'acompte que j'ai payé est perdu, et vous pouvez utiliser cet argent pour organiser quelque chose de plus modeste, plus adapté à la situation, ou vous pouvez annuler complètement. C'est votre choix. Tu n'as pas le droit de faire ça, a crié ma mère, attirant l'attention des infirmières et des autres visiteurs dans le couloir. J'en ai le droit, et je l'ai fait. Maintenant, je vous demande de partir. C'est un hôpital, et il y a des malades qui ont besoin de tranquillité. Ça ne va pas en rester là, Apolline, a menacé Thierry,
le visage rouge de colère. « Tu vas le regretter. » « Je regrette déjà beaucoup de choses, mon frère. Surtout d'avoir permis que vous me traitiez comme une citoyenne de seconde zone dans cette famille pendant si longtemps. Mais c'est terminé. » À ce moment-là, la porte de la chambre de Célestine s'est ouverte et elle est apparue, se tenant au chambranle, encore reliée à quelques appareils mobiles. « Maman !» a-t-elle appelé d'une voix faible. Il crie un. Je me suis immédiatement précipitée vers elle pour l'aider à retourner au lit. « Tout va bien, ma chérie. Ça va redevenir calme, ne t'inquiète pas. »« Mamie, tonton Thierry ?» a demandé Célestine en les apercevant dans le couloir. Ma mère a essayé d'entrer dans la chambre, mais j'ai bloqué le passage. « Pas maintenant, maman. Célestine doit se reposer. »« Je suis sa grand-mère. J'ai le droit de la voir. » Les droits viennent avec des responsabilités, et vous avez clairement montré quelles étaient vos priorités. Une infirmière s'est approchée, le visage sérieux. Y a-t-il un problème ici? Nous devons maintenir un environnement calme pour les patients. Il n'y a aucun problème, ai-je répondu. Ma mère et mon frère s'en allaient. On n'en a pas fini avec cette conversation, Apolline, a sifflé ma mère. Mais elle a laissé Thierry la conduire vers la sortie, me lançant un dernier regard furieux. Je suis retournée dans la chambre de Célestine, mon corps tremblant sous l'effet de l'adrénaline du confrontation. Elle me regardait avec de grands yeux. « Maman, mamie est fâchée contre nous ?» Je me suis assise à côté d'elle sur le lit, caressant ses cheveux. « Mamie est contrariée pour d'autres raisons, ma puce. Ça n'a rien à voir avec toi. » C'est à cause de papa? Parce qu'il est parti au ciel? Non, mon amour. C'est compliqué. Des histoires de grandes personnes. Ne t'inquiète pas pour ça, d'accord? Concentre-toi juste sur ta guérison. Elle a acquiescé, mais ses yeux restaient inquiets. On rentre à la maison quand? Bientôt, ma chérie. Très bientôt. Là, honnêtement, j'ai cru que c'était le pire moment. Que ça ne pouvait pas être plus dur. Mais franchement... Vous pensez que ma mère et mon frère allaient s'arrêter là? Dites-moi en commentaire ce que vous auriez fait à ma place. Est-ce que j'ai eu tort d'annuler cette fête? 3 jours plus tard, Célestine a enfin eu son bon de sortie. L'appartement était exactement comme nous l'avions laissé le matin fatidique de l'accident. La tasse de café de Bastien encore dans l'évier, ses chaussures dans l'entrée, son livre de chevet avec le marque-page à la page 143. J'ai avalé le nœud dans ma gorge et je me suis concentrée sur l'installation de Célestine. Les médecins avaient recommandé du repos, des activités calmes et un suivi neurologique régulier pendant les prochains mois. Nous venions à peine d'arriver quand la sonnette a retenti. C'était Odette, notre voisine de palier. « Apolline, quel bonheur de vous voir de retour! Comment va Célestine ?» a-t-elle demandé en me tendant un plat couvert de papier aluminium. J'ai préparé un gratin dauphinois. J'ai pensé que vous n'auriez pas le temps de cuisiner. Merci, Odette. C'est vraiment très gentil de votre part, ai-je répondu, sincèrement touchée par ce geste. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vraiment n'importe quoi, vous n'avez qu'à frapper à ma porte, d'accord? Tout l'immeuble est à votre disposition. Hervé du 3e a dit qu'il pouvait aider pour les courses au supermarché, et Madame Fourcade du 2e s'est proposée pour garder Célestine quand vous devrez sortir. Des larmes ont perlé dans mes yeux. Je ne sais pas quoi dire. Il n'y a rien à dire. C'est ce qu'on fait entre voisins. Elle a souri gentiment. Ah, avant que j'oublie, des gens sont venus vous chercher ce matin. Une dame âgée et un homme. Ils ont dit être votre mère et votre frère. Je leur ai dit que vous étiez encore à l'hôpital. Je me suis immédiatement raidie. Est-ce qu'ils ont dit ce qu'ils voulaient? Pas précisément, mais la dame avait l'air assez... intense. Elle a demandé si j'avais un double de vos clés. J'ai dit que non, bien sûr. Merci pour ça, Odette. S'ils reviennent, s'il vous plaît, ne leur dites pas qu'on est rentré. Elle m'a lancé un regard curieux, mais a acquiescé. Bien sûr, comme vous voudrez. Bon, je vous laisse vous reposer. N'oubliez pas, pour n'importe quoi, vous appelez.
Après son départ, j'ai installé confortablement Célestine sur le canapé du salon avec ses livres préférés et une tablette pour regarder des dessins animés. Je devais commencer à gérer la paperasse liée au décès de Bastien, assurance vie, pension, succession. Je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai commencé à organiser les documents. Bastien avait toujours été extrêmement organisé, ce qui était une bénédiction dans ces circonstances. J'ai facilement trouvé les polices d'assurance, le testament, les certificats d'action et d'investissement. L'assurance vie était conséquente, 300 000 €, avec Célestine comme bénéficiaire principale et moi comme administratrice jusqu'à sa majorité. L'appartement était remboursé et enregistré à nos deux noms. Il y avait aussi un fonds d'investissement que Bastien avait constitué pour les études de Célestine. Globalement, nous étions financièrement à l'abri, du moins pour un bon moment. Je devrais éventuellement reprendre le travail. Mais je pourrais prendre un congé prolongé pour m'occuper de la convalescence de Célestine. En rangeant les papiers, j'ai trouvé une enveloppe avec mon prénom écrit de la main de Bastien. Je l'ai ouverte d'une main tremblante. Ma chère Apolline, si tu lis ceci, c'est que quelque chose m'est arrivé. J'espère que ce sera après une longue vie ensemble, quand nous serons vieux et grisonnants, mais la vie ne suit pas toujours nos plans. J'ai essayé de tout organiser au mieux. L'assurance, les placements, les papiers de l'appartement. Tout est en ordre et à jour. Célestine sera protégée financièrement et tu n'auras pas à te soucier des questions pratiques dans un moment déjà suffisamment difficile. Mais plus important que toute provision financière, voici ce que je veux te dire. Merci. Pour chaque instant, chaque rire, chaque larme partagée. Pour m'avoir donné Célestine, le plus beau cadeau que je puisse recevoir. Pour avoir été ma partenaire, mon amie, mon amour. Et si tu me permets un dernier conseil, vis, Apolline. N'existe pas seulement, mais vis pleinement. Tu mérites tout le bonheur du monde, même si je ne suis plus là pour le partager avec toi. N'oublie jamais, tu es plus forte que tu ne le penses. Tu l'as toujours été, avec tout mon amour, pour toujours, Bastien. Les larmes coulaient librement sur mon visage quand j'ai fini de lire. C'était tellement lui, pratique et romantique à la fois, toujours à penser à moi et à Célestine d'abord. Tu es plus forte que tu ne le penses. Les mots résonnaient dans mon esprit, tandis que je repliais soigneusement la lettre pour la remettre dans l'enveloppe. Bastien m'avait toujours vue avec plus de clarté que moi-même. La sonnette a de nouveau retenti, interrompant mes pensées. Par le Judas, j'ai vu ma mère et Thierry dans le couloir. J'ai pris une grande inspiration, me préparant mentalement à l'affrontement. « C'est qui, maman ?» a demandé Célestine depuis le salon. « Personne d'important, ma chérie. Continue à regarder ton dessin animé. » La sonnette a sonné à nouveau, plus insistante. Cette fois, j'ai décidé de ne pas ouvrir. Ils finiraient par abandonner. Mais ils n'ont pas abandonné. Ils se sont mis à tambouriner à la porte, appelant mon nom. « Apolline, on sait que tu es là. Ouvre cette porte tout de suite. » La voix de ma mère était chargée de rage. Célestine me regardait avec des yeux effrayés. « C'est mamie ? » ?»« Oui, ma puce. »« Mais on ne va pas ouvrir maintenant. Tu as besoin de repos ? Tu te souviens ?» Les coups ont continué pendant quelques minutes, jusqu'à ce que j'entende la voix d'Hervé, mon voisin du 3e. « Il y a un problème ici ?» a-t-il demandé de sa voix grave et autoritaire. Hervé était un homme grand et costaud, qui travaillait comme agent de sécurité. « Nous essayons de parler à ma fille, » a répondu ma mère en tentant de paraître posée. « C'est une affaire de famille urgente. » Madame Beauregard vient de perdre son mari, et sa fille se remet d'un grave accident, a répondu Hervé fermement. « Si elle n'ouvre pas, elle doit avoir une bonne raison. Je vous suggère de respecter ça. »« Écoutez, ça ne vous regarde pas ?» a commencé Thierry, mais Hervé l'a interrompu. « En fait, si, ça me regarde. En tant que syndic suppléant de cet immeuble, c'est ma responsabilité de garantir la tranquillité des résidents. Si vous continuez à troubler l'ordre, je serai obligé d'appeler la sécurité.
Il y a eu un moment de silence tendu, suivi par la voix indignée de ma mère. « Allons-y, Thierry. Mais ce n'est pas fini, Apolline. On sait que tu nous entends. » J'ai entendu leurs pas s'éloigner et la voix d'Hervé. « Bonne journée. » Quelques secondes plus tard, mon portable a vibré avec un SMS. C'était Hervé. « Ils sont partis. S'ils reviennent, prévenez-moi. » J'ai répondu par un simple « merci ». Mais les mots ne pouvaient exprimer adéquatement ma gratitude. Ce soir-là, après avoir couché Célestine, je me suis assise sur le canapé avec un verre de vin. Le premier depuis l'accident. Les mots de la lettre de Bastien continuaient à résonner dans mon esprit. « Tu es plus forte que tu ne le penses. » Il était temps de le prouver. J'ai pris mon téléphone et j'ai tapé un message pour ma mère. « Maman, il faut que certaines choses soient claires. Je ne tolérerai plus le manque de respect et l'insensibilité que vous avez montré face à mon deuil et à la convalescence de Célestine. La fête est annulée et il n'y a rien à discuter là-dessus. Quant à l'argent de l'assurance et aux autres ressources laissées par Bastien, ils appartiennent à Célestine et seront utilisés exclusivement pour son bien-être et son avenir. Si vous continuez à me harceler ou à tenter d'envahir notre espace, je n'aurai d'autre choix que de prendre des mesures légales pour me protéger, moi et ma fille. J'espère que tu comprends que ce n'est pas une menace en l'air, mais une décision nécessaire pour préserver le peu de paix qui nous reste en ce moment si difficile. » J'ai envoyé le message et j'ai immédiatement bloqué leur numéro. Ensuite, j'ai écrit au notaire de Bastien, maître Delcourt. En lui relatant la situation et en demandant des conseils sur la marche à suivre si ma mère et mon frère tentaient des mesures plus drastiques. Pour la première fois depuis l'accident, j'ai dormi sans faire de cauchemar. Si vous êtes encore là avec moi, je vous mets au défi de liker cette vidéo. Allez, on fait un pari. Vous n'oserez pas appuyer sur ce bouton avant la fin de l'histoire. Prouvez-moi que j'ai tort. La semaine suivante s'est déroulée dans une relative tranquillité. Célestine montrait des améliorations progressives, bien qu'elle se fatigue encore facilement et se plaigne occasionnellement de maux de tête. Des voisins et quelques collègues de travail ont apporté de la nourriture, offert leur aide et manifesté un soutien que je n'aurais jamais espéré. J'ai commencé à comprendre que Bastien et moi avions construit un réseau de soutien bien plus solide que je ne l'imaginais. Des gens qui se souciaient vraiment de nous, qui offraient une aide sincère, sans rien attendre en retour. Un contraste criant avec ma propre famille de sang. Le notaire de Bastien, maître Delcourt, est venu à l'appartement pour discuter des questions de succession et d'assurance vie. Heureusement, Bastien avait tout très bien organisé, a-t-il expliqué après avoir examiné les documents. L'assurance vie devrait être débloquée dans environ 30 jours. La succession prendra plus de temps, mais étant un cas relativement simple, avec un testament clair et des biens bien documentés, je pense qu'on pourra conclure en quelques mois. Et concernant ma famille, ai-je demandé ? Peuvent-ils essayer de contester quelque chose en justice ? Maître Delcourt a ajusté ses lunettes en considérant la question. D'après ce que vous m'avez raconté, je ne vois aucun fondement juridique pour ça. Le testament de Bastien est limpide. Il désigne Célestine comme bénéficiaire principale et vous comme tutrice de ses biens jusqu'à sa majorité. Il n'y a pas moyen de contester ça. Ma mère a mentionné quelque chose sur le fait que la famille de Bastien pourrait revendiquer une partie des biens. Une tentative de manipulation clairement, a-t-il répondu en secouant la tête. Les parents de Bastien sont décédés il y a des années et il n'avait pas de frères et sœurs. Ses cousins éloignés n'auraient aucune base légale pour des revendications, même s'ils le voulaient, ce dont je doute, d'après ce que je sais d'eux. Cela m'a un peu rassurée, mais il restait une autre inquiétude. Et si ma mère essayait quelque chose concernant Célestine ? Une quelconque allégation sur ma capacité à m'en occuper ? L'avocat m'a regardé sérieusement. Ce serait extrêmement difficile. Vous êtes la mère biologique. Il n'y a aucun antécédent de maltraitance ou de négligence. Et d'après ce que je vois, vous offrez un environnement stable et aimant à votre fille, malgré les circonstances tragiques. Néanmoins, a-t-il ajouté en ouvrant son dossier, je pense qu'il serait prudent de tout documenter.
Leur comportement inapproprié, les pressions financières, l'insensibilité face à votre deuil et à la convalescence de Célestine. Il m'a tendu un formulaire. Ceci est une demande d'ordonnance de protection. Je ne dis pas que vous en aurez besoin, mais c'est bien de l'avoir sous la main, au cas où la situation dégénère. Après son départ, je me suis assise sur le canapé à côté de Célestine, qui dessinait avec concentration dans son cahier. « Qu'est-ce que tu fais, ma puce ?» ai-je demandé en observant les traits colorés. « Un dessin de notre famille », a-t-elle répondu sans lever les yeux de la feuille. Mon cœur s'est serré. « Je peux voir ?» Elle a tourné le cahier vers moi. Sur la page, il y avait 3 personnages en bâton, un plus grand avec de longs cheveux, qui était visiblement moi. Un petit qui était elle-même, et une figure flottant au-dessus d'elle, avec des ailes, qui représentaient certainement Bastien. C'est toi, moi, et papa qui veille sur nous depuis le ciel, a-t-elle expliqué en pointant chaque figure. Et là, elle a indiqué une maison dessinée autour des personnages. C'est notre maison, notre bouclier protecteur. J'ai avalé les larmes qui menacèrent de couler. C'est magnifique, mon amour. Mamie et tonton Thierry sont fâchés contre nous, hein ? A-t-elle demandé soudain, me surprenant par sa perspicacité. Pourquoi tu penses ça ? Parce qu'ils sont venus crier à notre porte, et avant, à l'hôpital aussi, ils criaient. J'ai soupiré, réfléchissant à comment expliquer la situation d'une manière qu'une enfant de 8 ans puisse comprendre. Mamie et tonton Thierry sont déçus par certaines décisions que j'ai prises, ai-je expliqué avec précaution. Mais ça n'a rien à voir avec toi, ma puce, et ce n'est pas quelque chose dont tu dois te soucier. C'est à cause de la fête d'Antonin ? Je t'ai entendu au téléphone. J'oubliais parfois combien les enfants absorbent bien plus qu'on ne l'imagine. Oui, en partie, ai-je admis. Tu vois, Célestine, maintenant que papa n'est plus avec nous et que tu te remets, il faut qu'on fasse quelques changements. L'un d'eux, c'est de faire plus attention à notre argent et à notre temps. La fête d'Antonin aurait coûté très cher et en ce moment, on doit se concentrer sur ta guérison. Célestine a hoché la tête, assimilant l'information. Je comprends. Antonin est triste ? Probablement, ai-je répondu honnêtement. Mais je suis sûre que mamie et tonton Thierry vont lui faire une fête plus petite. Et quand tu seras complètement rétabli, peut-être qu'on pourra inviter Antonin pour une sortie spéciale. Rien que vous deux. Qu'est-ce que tu en dis ? Elle a souri pour la première fois depuis l'accident. J'aimerais bien ça. Il me manque, de jouer avec lui. Je sais, ma chérie. Chaque chose en son temps. Le lendemain, j'étais en train de préparer le déjeuner quand la sonnette a retenti. Par le Judas, j'ai vu une femme inconnue. J'ai entrouvert la porte en laissant la chaîne de sécurité. Oui. Apolline Beauregard, je suis Sylvie Arnaud, assistante sociale du conseil départemental, service de l'ASE. Puis-je entrer ? Nous devons parler de votre fille, Célestine. J'ai senti mon sang se glacer. L'aide sociale à l'enfance. Que se passait-il ? Puis-je voir une pièce d'identité, s'il vous plaît ? Ai-je demandé en essayant de contrôler le tremblement de ma voix. Elle m'a montré une carte officielle. Elle semblait authentique. J'ai retiré la chaîne et ouvert complètement la porte. Je vous en prie, entrez. Célestine est dans sa chambre. Elle se repose. De quoi s'agit-il ? L'assistante sociale, une femme d'âge moyen à l'expression neutre et professionnelle, s'est assise sur le canapé et a sorti un dossier de son sac. Nous avons reçu un signalement anonyme, alléguant une possible négligence. Selon ce signalement, vous seriez émotionnellement instable depuis la mort de votre mari, prenant des décisions erratiques et potentiellement préjudiciables au bien-être de la mineure. « C'est absurde !» me suis-je exclamé immédiatement, en baissant la voix pour ne pas réveiller Célestine. Qui aurait fait un signalement pareil ? Les signalements sont anonymes, madame. Je suis ici uniquement pour vérifier les conditions et faire une évaluation préliminaire. Elle a regardé autour d'elle. L'appartement semble bien entretenu. Célestine bénéficie-t-elle d'un suivi médical régulier ? Oui, bien sûr. Elle a subi un traumatisme crânien dans le même accident qui a tué mon mari.
J'ai tous les rapports médicaux, les ordonnances, le planning de rééducation. Je peux tout vous montrer. J'ai passé l'heure suivante à présenter toute la documentation médicale de Célestine, à expliquer sa routine de récupération, à montrer que l'appartement était approvisionné en nourriture saine et que tous ses besoins fondamentaux étaient satisfaits. L'assistante sociale prenait des notes, posant occasionnellement des questions. « Puis-je parler à Célestine ?» a-t-elle finalement demandé. J'ai hésité, mais je savais que je n'avais pas le choix. « Bien sûr. Je vais voir si elle est réveillée. » Célestine était éveillée, en train de lire un livre dans son lit. Je lui ai brièvement expliqué qu'une dame avait besoin de lui poser quelques questions et qu'elle devait simplement répondre honnêtement. La conversation entre Célestine et l'assistante sociale a duré environ 25 minutes, avec des questions sur comment elle se sentait, si on s'occupait bien d'elle, si elle avait peur de quelque chose. Quand elles ont terminé, l'assistante sociale semblait visiblement plus détendue. « Madame Beauregard, sur la base de ce que j'ai observé aujourd'hui, je ne trouve aucune trace des allégations formulées dans le signalement. » Célestine semble être une enfant bien équilibrée compte tenu des circonstances traumatiques récentes et elle reçoit manifestement des soins appropriés. Alors l'affaire va être classée ? Je vais rédiger mon rapport en recommandant le classement sans suite. Cependant, a-t-elle hésité, je dois vous informer que la personne qui a fait le signalement a spécifiquement mentionné que vous détourneriez des ressources financières destinées à la mineure à d'autres fins et que vous prendriez des décisions financières irresponsables en période de fragilité émotionnelle. Je n'ai pas eu besoin de réfléchir longtemps pour savoir qui était derrière ce signalement. Ma mère et Thierry avaient atteint un nouveau degré de bassesse. C'est en rapport avec l'assurance vie de mon mari, n'est-ce pas ? Et l'annulation de la fête de mon neveu ? L'assistante sociale a gardé une expression neutre. Je ne peux pas confirmer les détails du signalement, mais je vous suggère de tenir un registre minutieux de la façon dont les ressources destinées à Célestine sont gérées, par précaution. C'est déjà ce que je fais, ai-je répondu en lui montrant un tableau que j'avais commencé à tenir, détaillant toutes les dépenses liées à la convalescence de Célestine. Après son départ, je me suis assise sur le canapé, en tremblant de rage. Utiliser l'aide sociale à l'enfance comme instrument de vengeance était un nouveau palier de cruauté, même pour ma famille. Non seulement ils essayèrent de m'atteindre, mais ils perturbaient aussi la guérison de Célestine et entachaient potentiellement ma réputation dans le quartier. Le téléphone a sonné. C'était Hervé, le voisin. « Apolline, j'ai vu une assistante sociale sortir de chez vous. Tout va bien ?»« Pas exactement, » ai-je répondu en lui expliquant brièvement la situation. « C'est vraiment minable, » a-t-il commenté, indigné. « Écoutez, je ne sais pas si ça peut aider, mais les caméras de surveillance de l'immeuble ont filmé votre mère et votre frère en train d'essayer de convaincre le gardien de les laisser monter sans s'annoncer hier après-midi. Quand il a refusé, ils se sont montrés assez virulents. J'ai gardé l'enregistrement. Ça pourrait être très utile, Hervé. Merci. Et autre chose, Odette m'a raconté qu'une femme l'a abordée au supermarché en posant des questions sur vous et Célestine. Elle disait être une amie inquiète. D'après la description, ça ressemblait à votre mère. Mon estomac s'est retourné. Ils essayaient vraiment de monter un dossier contre moi en parlant aux voisins, en fabriquant des inquiétudes sur mes capacités de mère. Hervé, puis-je vous demander encore un service ? Si ce n'est pas trop vous demander. Ce que vous voulez. Pourriez-vous me présenter à la gestion de l'immeuble ? Je veux demander officiellement que ma mère et mon frère n'aient pas accès à l'immeuble, sous aucun prétexte. Pas de problème. En fait, après l'incident d'hier, j'en ai déjà parlé au syndic. Il est d'accord pour dire qu'ils représentent une nuisance. Je vais faire en sorte qu'un avis officiel soit transmis à la loge du gardien. Après avoir raccroché, j'ai immédiatement appelé Maître Delcourt pour lui relater les derniers événements. Sa réponse a été ferme. Ça dépasse toutes les bornes. Nous allons déposer une demande d'ordonnance de protection immédiatement et je vous suggère de sérieusement envisager de porter plainte pour diffamation et dénonciation calomnieuse. Je ne veux pas déclencher une guerre.
ai-je répondu, épuisée. Je veux juste qu'on nous laisse en paix pour pleurer Bastien et nous occuper de la guérison de Célestine. Je comprends votre point de vue, Apolline, mais je crains qu'ils aient déjà déclenché cette guerre. Et d'après ce que je vois, ils ne s'arrêteront pas tant qu'ils n'auront pas obtenu ce qu'ils veulent, ou qu'ils ne subiront pas de conséquences sérieuses pour leurs actes. Il avait raison, je le savais. Le cœur lourd, j'ai accepté de poursuivre les démarches juridiques. Une dernière chose, a-t-il ajouté. Compte tenu du niveau d'hostilité, il serait prudent de désigner un tuteur pour Célestine, au cas où il vous arriverait quelque chose. Quelqu'un de confiance qui pourrait garantir que vos volontés soient respectées et que votre famille n'ait pas accès aux ressources destinées à elle. La suggestion m'a prise au dépourvu. Je n'avais pas envisagé ma propre mortalité, même après avoir perdu Bastien si brutalement. Je vais y réfléchir, ai-je promis. Ce soir-là, après que Célestine se soit endormie, je me suis assise sur le balcon avec une tasse de tisane, contemplant le ciel nocturne. En seulement 2 semaines, ma vie avait été complètement bouleversée. J'avais perdu mon mari, j'avais failli perdre ma fille, et maintenant j'étais en guerre ouverte avec ma propre famille d'origine. « Tu es plus forte que tu ne le penses », avait écrit Bastien. J'avais besoin de le croire maintenant, plus que jamais. Mon téléphone a vibré avec une notification. C'était un email d'une adresse que je ne reconnaissais pas, mais l'objet a attiré mon attention, concernant Célestine et l'accident. Je l'ai ouvert avec appréhension. Apolline, vous ne me connaissez pas. Je m'appelle Mireille Soulier. Je suis infirmière au CHU de Limoges et j'ai pris soin de Célestine pendant son hospitalisation. J'ai obtenu votre adresse e-mail par une collègue de l'administration. J'ai besoin de partager quelque chose dont j'ai été témoin et qui me perturbe profondément. Le jour où vous avez confronté votre mère et votre frère dans le couloir de l'hôpital, j'étais à côté, en train de préparer des médicaments. Après que vous soyez retourné dans la chambre de Célestine, j'ai entendu votre mère dire à votre frère « Elle ne cédera pas. Il faut être plus agressif. Cette assurance doit valoir une fortune, et on mérite notre part après tout ce qu'on a fait pour elle. » Votre frère a répondu « On va lui faire peur. Je connais des gens au conseil départemental qui peuvent ouvrir une enquête. Elle va comprendre qu'on ne plaisante pas. Je suis désolée d'être porteuse de nouvelles aussi troublantes, mais en tant que mère moi-même, j'ai senti que vous deviez savoir. J'ai tout consigné dans un journal que je tiens dans le cadre de ma pratique professionnelle, et je suis disposée à témoigner si nécessaire. J'espère que Célestine continue de bien récupérer. Cordialement, Mireille Soulier. J'ai relu l'email plusieurs fois, l'estomac retourné par la confirmation de ce que je soupçonnais déjà. Il ne s'agissait pas seulement d'une fête annulée ou d'un orgueil blessé. Ma mère et mon frère croyaient vraiment avoir droit à l'argent de l'assurance de Bastien, l'argent qu'il avait laissé spécifiquement pour garantir l'avenir de Célestine. J'ai transféré l'email à Maître Delcourt avec un bref message. Je pense que ceci peut être utile pour notre dossier. Sa réponse est arrivée quelques minutes plus tard. Extrêmement utile. Si cette infirmière est disposée à faire une déclaration formelle, cela renforcera considérablement notre demande d'ordonnance de protection. Je la contacterai demain matin avec votre permission. Permission accordée, ai-je répondu. 2 semaines se sont écoulées. L'ordonnance de protection a été accordée, interdisant à ma mère et mon frère de s'approcher de moi ou de Célestine, ou de tenter de nous contacter par quelque moyen que ce soit. Le témoignage de l'infirmière Mireille, combiné aux enregistrements des caméras de surveillance de l'immeuble et aux témoignages des voisins, a été décisif. Célestine continuait de s'améliorer, bien qu'elle ait encore des maux de tête occasionnels, et se fatigue facilement. Le neurologue était optimiste, prévoyant une récupération complète en quelques mois. L'argent de l'assurance vie a finalement été débloqué, et, suivant le conseil de Maître Delcourt, j'ai tout déposé sur un compte spécifique dont je ne pouvais retirer qu'avec une autorisation judiciaire pour des dépenses directement liées au bien-être de Célestine. Quant au tuteur de substitution pour Célestine, après mûre réflexion, j'ai choisi Odette, ma voisine, qui était devenue une véritable amie tout au long de ce processus. Elle était enseignante à la retraite,
veuve, avec 2 enfants adultes, et avait développé une affection particulière pour Célestine. Quand je lui ai présenté la proposition, elle a accepté les larmes aux yeux, promettant d'honorer cette responsabilité si cela s'avérait nécessaire. Je commençais à sentir que peut-être, juste peut-être, nous pourrions aller de l'avant. Et puis, au matin d'un dimanche apparemment ordinaire, la sonnette a retenti. Par le Judas, j'ai vu un homme en uniforme officiel. J'ai ouvert la porte avec prudence. « Apolline Beauregard ?»« Oui, c'est moi. »« Brigadier Constant, Gendarmerie nationale. »« Nous avons un mandat de perquisition. » Mon cœur s'est emballé. « Une perquisition pourquoi ? » Enquête pour possible fraude financière et abus de confiance. Puis-je entrer ? D'une main tremblante, j'ai lu le mandat qu'il me tendait. Il semblait authentique, signé par un juge, citant une plainte pour détournement de ressources financières appartenant à des tiers. « Célestine » ai-je appelé en essayant de garder une voix calme. « S'il te plaît, va dans la chambre de maman et reste-y jusqu'à ce que je t'appelle, d'accord ?» Elle a regardé le gendarme avec des yeux effrayés, mais a obéi en silence. Pendant les 45 minutes suivantes, le brigadier et 2 autres gendarmes qui l'accompagnaient ont fouillé mon appartement, photographiant des documents, examinant mon ordinateur, posant des questions sur mes finances et sur l'assurance vie de Bastien. « Qui a fait cette plainte ?» ai-je finalement demandé quand il semblait terminer la perquisition. « Je ne peux pas vous le révéler, madame, mais l'enquête a été ouverte suite à des allégations selon lesquelles vous détourneriez des ressources qui appartiendraient légalement à des membres de la famille de votre défunt mari. C'était comme si on m'avait jeté un seau d'eau glacée. Même avec l'ordonnance de protection, même avec toutes les précautions, ma mère et mon frère avaient trouvé un autre moyen de me tourmenter. Dès que les gendarmes sont partis, j'ai appelé maître Delcourt, lui relatant ce qui venait de se passer d'une voix tremblante. « Ils ne peuvent pas faire ça. Ce n'est pas possible qu'un juge ait délivré un mandat sans preuve concrète. »« Calmez-vous, Apolline, » a-t-il répondu avec une tranquillité que je lui enviais. C'était prévisible. Ils essaient toutes les voies possibles. Mais ne vous inquiétez pas. Nous avons toute la documentation nécessaire pour prouver que vous gérez correctement les ressources de Célestine, exactement comme Bastien l'a voulu. Ça ne mènera à rien, si ce n'est à nous donner plus de munitions pour notre procédure pour harcèlement et diffamation. Une procédure ? Je pensais qu'on s'était mis d'accord seulement sur l'ordonnance de protection. J'ai changé d'avis après avoir reçu la déclaration officielle de l'infirmière Mireille. Ce que fait votre famille est criminel, Apolline. Ils abusent délibérément du système judiciaire et des autorités de protection de l'enfance pour essayer de vous extorquer de l'argent. Ça ne peut pas rester impuni. Après avoir raccroché, je suis allée dans la chambre où était Célestine. Elle était assise sur le lit, serrant contre elle l'ours en peluche que Bastien lui avait offert pour son dernier anniversaire. « Maman, pourquoi ces hommes m'étaient là ? On a fait quelque chose de mal ?» Je me suis assise à côté d'elle, l'enveloppant dans une étreinte serrée. « Non, mon cœur, on n'a rien fait de mal. C'était juste un malentendu que maman est en train de régler. » C'est encore mamie ? Elle est toujours fâchée contre nous ? La perspicacité de Célestine me surprenait parfois. « Pourquoi tu penses que c'est mamie ? Parce que depuis que papa... » Depuis l'accident, chaque fois qu'il arrive quelque chose de mauvais, mamie et tonton Thierry sont impliqués. Je n'ai pas pu contredire sa logique. Célestine. Parfois les adultes font des choses qui n'ont pas de sens, surtout quand ils sont en colère ou tristes. Mamie et tonton Thierry sont perdus en ce moment, mais ne t'inquiète pas, je vais te protéger et bientôt tout ça sera fini. Elle a acquiescé, se blottissant davantage contre moi. Je sais, maman. Tu es forte comme une super-héroïne. J'ai souri pour la première fois de la journée. Une super-héroïne ? Vraiment ? Oui. Et c'est quoi mes super-pouvoirs ? Le super-amour, a-t-elle répondu sans hésiter. Et le super-courage. Ce soir-là,
Après avoir couché Célestine, j'ai reçu un appel inattendu. C'était Antonin, mon neveu. « Tata Apolline ?» Sa voix semblait hésitante, presque chuchotée. « Antonin ? Tout va bien, mon grand. Pourquoi tu parles si bas ? Je suis cachée dans ma chambre. Papa et mamie ne savent pas que je t'appelle. » Mon cœur s'est accéléré. « Qu'est-ce qu'il y a, Antonin ? » Je voulais m'excuser pour la fête. Papa a dit que tu avais tout annulé parce que tu ne m'aimais plus. Mais j'ai entendu papa et mamie discuter. Ils parlaient de tonton Bastien et de Célestine et d'argent, et ça n'avait pas l'air bien. J'ai senti un nœud dans ma gorge. Antonin, je ne cesserai jamais de t'aimer. Tu es mon neveu, et je t'aime très fort. La fête a été annulée parce qu'on traverse un moment très difficile avec la perte de tonton Bastien et la guérison de Célestine. Ça n'avait rien à voir avec toi personnellement. Je sais, a-t-il répondu, sa petite voix résonnant. Papa est bizarre ces derniers temps. Il crie beaucoup. Et mamie est tout le temps là à parler de procès et d'argent. Antonin, écoute. Ne te tracasse pas avec ça, d'accord ? Ce sont des affaires de grandes personnes. Et ne te sens pas coupable pour la fête. Quand Célestine ira mieux, on organisera une journée spéciale rien que pour vous deux. Promis. C'est vrai ? Je peux venir voir Célestine ? Elle me manque. Bien sûr que tu peux, mon grand. Il faut juste attendre un petit peu qu'elle soit plus forte. Tata Apolline. Il parle d'aller au tribunal pour récupérer l'argent de l'assurance. J'ai entendu mamie dire que vous ne méritez pas de tout garder pour vous toute seule. J'ai fermé les yeux, sentant une vague de nausée. Ils discutèrent de leur plan malfaisant devant un enfant de 12 ans. Antonin, ne t'occupe pas de ces histoires. Sois juste un garçon de 12 ans, d'accord ? Joue, travaille à l'école, amuse-toi avec tes copains. Et sache que peu importe ce qui se passe entre les adultes de la famille, je t'aimerai toujours. Et Célestine aussi. Moi aussi je t'aime, Tata. Et j'aime Célestine. Dis-lui de guérir vite. Je lui dirai, mon grand. Après avoir raccroché, j'ai senti une colère renouvelée grandir en moi. Ma mère et Thierry ne m'attaquaient pas seulement et ne perturbaient pas seulement la guérison de Célestine. Maintenant, ils entraînaient Antonin au milieu de cette saleté, l'exposant à des tensions et des manipulations qu'aucun enfant ne devrait affronter. Il était temps d'en finir, une bonne fois pour toutes. Franchement, là, je me suis demandé si je n'avais pas été trop loin. Est-ce que j'aurais dû simplement payer et garder la paix ? Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place si votre propre mère vous traitait comme un distributeur automatique de billets ? Dites-moi en commentaire. Le lendemain matin, j'ai appelé Maître Delcourt. Je veux aller jusqu'au bout de la procédure pour diffamation et harcèlement, ai-je déclaré sans préambule. Et je veux demander une audience de conciliation le plus rapidement possible. Une conciliation ? Il a semblé surpris. Je pensais que vous vouliez garder vos distances avec votre famille. C'est ce que je veux. Mais j'ai réalisé qu'ils ne s'arrêteront pas tant qu'ils ne seront pas obligés de faire face aux conséquences de leurs actes. Et il y a autre chose. Mon neveu Antonin est entraîné au milieu de tout ça. Je ne peux pas permettre qu'il souffre à cause de la cupidité et de l'amertume des adultes. Je comprends. Je vais tout organiser. Et concernant l'enquête de gendarmerie sur la prétendue fraude financière, j'ai déjà parlé au brigadier responsable et envoyé toute la documentation qui prouve la légitimité de la gestion des ressources de l'assurance. Il m'a assuré que l'affaire sera probablement classée faute de preuves. 2 semaines plus tard, j'entrai au tribunal pour l'audience de conciliation, accompagnée de Maître Delcourt. Célestine était avec Odette, qui était devenue sa baby-sitter officielle, pendant que je gérais les aspects juridiques de cette situation absurde. Ma mère et Thierry étaient déjà là, accompagnés d'un avocat que je ne connaissais pas. Gisèle semblait diminuer d'une certaine façon, moins intimidante qu'elle ne l'avait toujours été dans ma mémoire. Thierry affichait des cernes profondes et une expression de quelqu'un qui ne dormait plus bien depuis des jours. Le juge est entré et, après les formalités d'usage,
a expliqué l'objet de l'audience. Nous sommes ici pour tenter une conciliation avant de poursuivre les accusations de diffamation, harcèlement et dénonciation calomnieuse déposées par Madame Apolline Beauregard contre Gisèle Morvandieu et Thierry Morvandieu. Je comprends qu'il y a une histoire familiale complexe derrière cette affaire, mais je vous demande de nous en tenir aux faits juridiques pertinents. Maître Delcourt a présenté notre version en premier, détaillant tous les incidents. La pression pour l'argent alors que Célestine était hospitalisée, l'annulation de la fête, les signalements infondés à l'ASE, la violation de l'ordonnance de protection par l'intermédiaire de tiers, la fausse plainte qui avait abouti au mandat de perquisition. L'avocat de ma famille a présenté une défense faible, alléguant une préoccupation sincère concernant mon état émotionnel après la perte de Bastien et concernant le bien-être de Célestine. Quand le juge a demandé des preuves de ces préoccupations, il n'a rien pu présenter de substantiel. Le moment décisif est arrivé quand Maître Delcourt a présenté la déclaration écrite de l'infirmière Mireille, détaillant la conversation qu'elle avait entendue entre ma mère et Thierry au sujet de me faire peur pour obtenir notre part de l'assurance. Le juge, visiblement troublé par cette preuve, a regardé sévèrement ma mère et mon frère. Avant de poursuivre, je souhaiterais savoir si les défendeurs sont intéressés par une véritable conciliation qui éviterait la poursuite de la procédure judiciaire avec toutes ses conséquences. Je dois vous avertir que, sur la base des preuves préliminaires, je vois des fondements solides aux accusations. Leur avocat a demandé un moment pour s'entretenir avec ses clients. Je les ai observés chuchoter intensément, ma mère gesticulant avec agitation, Thierry ayant l'air vaincu. Quand ils sont revenus à la table, l'avocat a annoncé « Mes clients sont disposés à discuter des termes d'une conciliation, monsieur le juge. » Le juge a acquiescé. « Très bien. Écoutons la proposition de Madame Apolline Beauregard. » Maître Delcourt m'a regardé, confirmant silencieusement si je voulais procéder comme nous l'avions prévu. J'ai acquiescé. « Monsieur le juge, ma cliente propose les termes suivants. Premièrement, cessation immédiate et permanente de tout contact direct ou indirect avec elle ou sa fille Célestine. Deuxièmement, engagement formel de n'engager aucune procédure judiciaire concernant l'assurance vie ou autre bien laissé par Bastien Beauregard. Troisièmement, une déclaration écrite admettant les faux signalements et présentant des excuses formelles. Leur avocat a commencé à protester, mais le juge l'a interrompu. Compte tenu de la gravité des preuves présentées, ces termes me semblent extrêmement raisonnables. L'alternative serait de poursuivre un procès qui pourrait aboutir non seulement à une compensation financière substantielle, mais possiblement à des conséquences pénales. Je vous suggère de conseiller à vos clients de considérer sérieusement cette offre. Après quelques minutes de discussion entre eux, l'avocat a annoncé qu'ils acceptaient les termes avec une réserve. Mes clients souhaiteraient conserver le droit de contact avec le mineur Antonin, neveu de Madame Beauregard. Je n'ai aucune intention d'interférer dans leur relation avec Antonin, ai-je répondu. Cette question ne fait pas partie de la conciliation. Sur ce, les termes ont été acceptés et formalisés. Le juge a souligné que toute violation entraînerait la réouverture immédiate de la procédure, avec des sanctions aggravées. Quand l'audience s'est terminée, ma mère s'est approchée, ignorant les protestations de son avocat. « Tu crois que tu as gagné, hein ?» Sa voix tremblait, non pas de colère, mais de quelque chose qui ressemblait presque à du désespoir. « Tu as toujours été comme ça, Apolline, toujours à te croire meilleure que nous tous. » Je l'ai regardée. Je l'ai vraiment regardée, peut-être pour la première fois depuis de nombreuses années. J'ai vu une femme vieillie, aigrie, s'accrochant à des rancœurs et des justifications pour ses propres échecs. À ce moment-là, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu, de la pitié. Il ne s'agit pas de gagner ou de perdre, maman. Ça n'a jamais été ça. Il s'agit de protéger ma fille et d'honorer la mémoire de Bastien. Cet argent aurait pu aider toute la famille, a-t-elle insisté, la voix plus basse. Thierry a de graves problèmes financiers. Son entreprise est au bord de la faillite. On est en train de tout perdre. Alors c'était ça, pas seulement de la cupidité, mais du désespoir. Malgré tout,
Rien ne justifiait ce qu'ils avaient fait. L'argent n'est pas à moi pour que je le donne, maman. Il appartient à Célestine. C'est ce que Bastien a voulu, et je respecterai sa volonté. Elle a ri amèrement. Toujours Bastien, toujours parfait, toujours raison. Tu n'as jamais vu ses défauts. J'ai vu tous ses défauts, ai-je répondu calmement. Et je l'ai aimé quand même. C'est ce qu'on fait quand on aime vraiment quelqu'un. On accepte le package complet, pas seulement les parties qui nous arrangent. Maître Delcourt a touché doucement mon bras. Apolline, je pense qu'on en a fini ici. Allons-y. J'ai acquiescé, mais avant de me retourner, j'ai regardé ma mère une dernière fois. Au revoir, maman. J'espère sincèrement que toi et Thierry trouverez la paix. Je suis sortie du tribunal en me sentant étrangement légère. Il n'y avait pas de joie à proprement parler. Après tout, quelle joie peut-il y avoir à couper les liens avec sa propre famille? Mais il y avait du soulagement et un sentiment croissant que je prenais enfin les rênes de ma propre vie. Vous avez été très bien là-dedans, a commenté Maître Delcourt tandis que nous marchions vers le parking. Vous êtes resté calme, ferme, concentré sur ce qui compte. Merci pour tout. Je n'y serais pas arrivée sans votre soutien. Ce fut un plaisir de vous aider. Et maintenant, qu'allez-vous faire? Je me suis arrêtée un moment, considérant la question. Je vais chercher Célestine chez Odette. Et ensuite, on va commencer à reconstruire notre vie, un jour à la fois. Dans les mois qui ont suivi, la vie a progressivement trouvé un nouveau rythme. Célestine a terminé sa guérison physique, bien qu'elle fasse encore occasionnellement des cauchemars sur l'accident. Elle a commencé à voir une thérapeute 2 fois par semaine, ce qui l'a aidée à surmonter son deuil pour son père et les traumatismes récents. J'ai aussi commencé une thérapie, confrontant enfin non seulement la douleur de la perte de Bastien, mais aussi les schémas dysfonctionnels de ma famille d'origine qui avaient tant façonné ma personnalité et mes choix. J'ai repris le travail à mi-temps, trouvant du réconfort dans la routine et le sens du devoir. Mes collègues ont été incroyablement compréhensifs, offrant de la flexibilité et du soutien pendant que j'équilibrais les responsabilités professionnelles avec les besoins de Célestine. Quant à ma mère et Thierry, ils ont tenu parole, du moins en ce qui concerne nous laisser tranquilles. J'ai appris par des connaissances communes que Thierry avait déclaré faillite et essayait de repartir à zéro dans une autre ville, à Grenoble. Ma mère avait apparemment déménagé avec lui, incapable de faire face au jugement social dans notre communauté après que des rumeurs sur leurs agissements aient infiltré. 6 mois après l'audience de conciliation, j'ai reçu un appel inattendu d'Antonin. « Tata Apolline, est-ce que je peux parler à Célestine ?» Surprise par l'appel, j'ai immédiatement accepté. « Bien sûr, Antonin. Elle va adorer te parler. » Pendant que Célestine bavardait joyeusement avec son cousin, lui racontant sa nouvelle école et ses amis, j'ai réalisé combien ce lien m'avait manqué. L'innocence des relations enfantines, non contaminées par les complications des adultes. Quand Célestine a terminé l'appel, Antonin a demandé à me reparler. « Tata, papa et mamie ont déménagé à Grenoble. Je vis avec maman maintenant. »« Je sais, mon grand. Tu vas bien ?»« Oui, plus ou moins. Maman travaille beaucoup, alors je suis souvent seule. »« Et vous me manquez ? Célestine, toi. Même tonton Bastien. » Mon cœur s'est serré. Au milieu de toute cette confusion, j'avais oublié qu'Antonin aussi subissait des pertes. Le départ de son père, l'absence de sa grand-mère qui, malgré tous ses défauts, était probablement une présence constante dans sa vie. « Antonin, qu'est-ce que tu dirais de venir passer le prochain week-end chez nous ? Si ta maman est d'accord, bien sûr. »« C'est vrai ?» L'espoir dans sa voix était palpable. « Elle va dire oui, j'en suis sûre. Elle t'a toujours bien aimé, même quand papa et mamie disaient du mal de toi. » Nous avons réglé les détails, et le samedi suivant, Antonin est arrivé pour passer la journée. Célestine rayonnait, lui montrant ses jouets, ses livres, sa chambre nouvellement décorée. Ils ont passé des heures à jouer aux jeux vidéo, à regarder des films,
simplement à être des enfants, quelque chose dont ils avaient tous les deux désespérément besoin. En les observant, j'ai réalisé que, malgré toutes les ruptures douloureuses, il y avait des liens qui méritèrent d'être préservés. Antonin n'était pas responsable des actes de son père ou de sa grand-mère. C'était juste un garçon qui avait besoin de famille autant que Célestine. Cette journée a marqué le début d'une nouvelle tradition. Antonin a commencé à nous rendre visite régulièrement, restant parfois dormir le week-end. Sa mère, Nathalie, dont Thierry avait divorcé des années auparavant, s'est montrée reconnaissante de l'intérêt que nous portions au bien-être de son fils. « Tu n'imagines pas ce que ça représente pour lui », m'a-t-elle dit un jour quand elle est venue chercher Antonin. Avec tout ce qui s'est passé, il se sentait tellement abandonné. Toi et Célestine, vous êtes comme une encre pour lui maintenant. Il compte aussi beaucoup pour nous, ai-je répondu honnêtement. Je crois qu'on a tous besoin de se rappeler que la famille, c'est plus que des liens de sang. C'est aussi les gens qu'on choisit de garder dans nos vies. 1 an après l'accident, nous avons organisé une petite cérémonie pour nous souvenir de Bastien. Rien de grandiose, juste un pique-nique dans le parc de Laurence qu'il adorait, avec les gens qui se souciaient vraiment de nous. Célestine et moi, Odette et son fils, quelques voisins devenus des amis proches, Antonin et Nathalie, et quelques collègues de travail de Bastien qui étaient restés en contact. Célestine avait préparé une boîte à souvenirs avec des photos, des lettres et de petits objets qui lui rappelaient son père. Chaque personne présente a ajouté quelque chose à la boîte, un souvenir écrit, une photo, un petit symbole. « Papa serait content de ce pique-nique », a commenté Célestine pendant que nous mangions sur l'herbe, à l'ombre d'un grand arbre. Il disait toujours que le bonheur, c'est de la bonne nourriture et des gens qu'on aime. Ton père était un homme sage, a approuvé Odette en levant son verre de jus pour un toast silencieux. Ce soir-là, après que tout le monde soit parti et que Célestine se soit endormie, je me suis assise sur le balcon avec la lettre que Bastien avait laissée. Je la relisais pour la 100e fois, trouvant un nouveau sens à ces mots. Vis, Apolline. N'existe pas seulement, mais vis pleinement. Ces derniers mois, j'avais survécu, résisté, lutté. J'avais protégé Célestine et l'héritage de Bastien. J'avais établi des limites, coupé des relations toxiques, créé de nouveaux liens. Mais vivre pleinement, ça semblait encore un objectif lointain. Pourtant, en regardant les étoiles ce soir-là, j'ai senti pour la première fois depuis l'accident que peut-être, juste peut-être, ce n'était pas si impossible que ça en avait l'air. Ce ne serait pas facile, et ce ne serait certainement pas l'avenir que j'avais imaginé, mais ça pouvait être quelque chose de significatif, quelque chose de digne. 1 semaine plus tard, pour le 9e anniversaire de Célestine, j'ai organisé une petite fête à la maison. Rien d'extravagant, juste quelques amis de l'école, Antonin et les adultes qui étaient devenus notre cercle de soutien. Pendant que les enfants jouaient et que les adultes discutaient, Hervé, mon voisin qui m'avait tant soutenu dans les moments difficiles, s'est approché avec une tasse de café. « Elle a l'air d'aller bien », a-t-il commenté en observant Célestine rire avec ses amis. « Vous avez fait un travail incroyable, Apolline. »« Merci. Ça a été dur, mais on trouve notre chemin. »« Et vous, comment allez-vous vraiment ?» La question m'a prise au dépourvu. Tout le monde demandait toujours des nouvelles de Célestine, de sa guérison, de son bien-être. Peu se souciaient de demander comment moi j'allais, au-delà des politesses sociales habituelles. « Je survis », ai-je répondu honnêtement. Un jour à la fois. « Vous savez, » a-t-il dit pensivement, « ma femme est décédée il y a 8 ans. Un cancer. Pendant longtemps, j'ai pensé que survivre était le maximum que je pouvais espérer, que je ne serais plus jamais vraiment heureux. Et ça l'a été. Finalement, j'ai réalisé qu'elle n'aurait pas voulu ça pour moi, cette demi-vie. Alors j'ai commencé à essayer des choses nouvelles, des petits pas. Un cours de cuisine par-ci, un petit voyage par-là. Rien de grandiose, juste vivre à nouveau. Ces mots faisaient écho à ceux de Bastien d'une façon qui m'a donné des frissons. « Je crois que je comprends ce que vous voulez dire, ai-je répondu doucement.
Il a souri, un sourire doux qui illuminait ses yeux. Je voulais juste que vous sachiez que quand vous serez prête, si vous êtes prête pour plus que simplement survivre, il y a des gens ici qui seraient heureux de vous aider. Avant que je puisse répondre, Célestine a couru vers nous, les yeux brillants d'excitation. « Maman, c'est l'heure du gâteau. Tout le monde attend. » Pendant que nous chantions « Joyeux anniversaire », j'ai observé les visages autour de nous, tous souriants, tous là par affection sincère pour Célestine et pour moi. Il n'y avait pas de fausseté, pas d'arrière-pensée, pas de tension qui imprégnait toujours les réunions avec ma famille d'origine. Célestine a fermé les yeux très fort avant de souffler les bougies. « Qu'est-ce que tu as demandé, ma princesse ?» ai-je demandé après, en coupant le gâteau. « Je peux pas le dire, sinon ça se réalise pas, » a-t-elle répondu avec sérieux. Puis, se penchant plus près, elle a chuchoté. « Mais j'ai demandé qu'on soit heureuse à nouveau, toi, moi et tous nos nouveaux amis. » Ses yeux, si semblables à ceux de Bastien, me regardaient plein d'espoir et d'amour inconditionnel. « Tu sais quoi ?» ai-je chuchoté en retour. « Je crois que c'est un vœu qui peut se réaliser. » Ce soir-là, après que tout le monde soit parti et que Célestine se soit endormie, entourée de ses nouveaux cadeaux, je suis retournée sur le balcon. Le ciel était exceptionnellement dégagé, les étoiles brillaient intensément. « On y arrive, Bastien », ai-je murmuré au ciel nocturne. Pas de la façon qu'on avait prévu, mais on avance. Et un jour, pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais un jour, on fera plus que simplement survivre. On vivra pleinement, comme tu le voulais. Une brise légère a caressé mon visage, presque comme une réponse. J'ai fermé les yeux, me permettant de ressentir le moment, la douleur qui ne disparaîtrait jamais complètement, mais aussi la possibilité de joie qui commençait à renaître. Le chemin devant nous serait encore difficile. Il y aurait des mauvais jours, des moments de deuil renouvelés, des défis que je ne pouvais même pas imaginer. Mais pour la première fois depuis l'accident, j'ai senti qu'on irait bien. Pas de la même façon qu'avant. Cette vie-là s'était irrémédiablement terminée sur cette route fatidique, mais d'une nouvelle façon. Une façon qui honorait le passé sans y rester prisonnière. Une façon qui célébrait ce que nous avions perdu tout en embrassant ce qui restait à venir. Une façon que Bastien aurait approuvée. Célestine et moi, ensemble, nous trouverions notre chemin à travers l'obscurité. Et peut-être qu'un jour, nous découvririons une nouvelle lumière. Je m'appelle Apolline Beauregard, j'ai 32 ans, et c'est l'histoire de ma vie, comment j'ai perdu l'homme que j'aimais, comment ma propre famille a essayé de me détruire, et comment j'ai appris à me relever pour ma fille. Si vous voulez entendre d'autres histoires comme la mienne, des histoires de femmes qui ont choisi de prendre la parole, abonnez-vous à la chaîne, Des filles prennent la parole et activez les notifications. À très bientôt, et merci d'avoir été là jusqu'au bout.